Si tu ne sais pas ou plus quoi faire pour être mieux quand tu vis du stress, sache qu'on ne peut pas gérer ce qu'on ne comprend pas. Donc, le podcast Sacré Stress est pour toi qui veux des informations, de la compréhension, des histoires et des professionnels pour te comprendre dans tes différents stress et t'amener des outils et des références. Bonne écoute! Bonjour, bonjour, bienvenue dans l'épisode 28 du podcast Sacré Stress. Alors aujourd'hui, on va plonger dans l'univers souvent mal compris des ambulanciers. Alors, tu sais, une image, on a souvent une image hollywoodienne du travail des services d'urgence. C'est des héros qui arrivent toujours au bon moment, qui sauvent des vies en un instant. Mais en réalité, c'est un travail profondément humain ancré dans l'écoute, l'intuition et des décisions qui peuvent basculer entre la vie et la mort. C'est des héros dans l'ombre et des héros dans les imprévus. Ils empêchent la mort à tous les jours, puis ils n'ont pas de médaille. Ça sauve des vies en réanimant, mais ça n'empêche pas que les gens peuvent quand même mourir. Mais tant que la personne est encore vivante, ils continuent leur travail, même si tout peut basculer, car les gens peuvent perdre la vie et en quelques secondes, et les secondes comptent. Donc, leur satisfaction, c'est quand la personne, elle est encore en vie. Donc, quand ta vie est entre les mains d'un ambulancier, qu'est-ce qui se passe? Alors aujourd'hui, on va discuter avec Michel Cardinal, qui était 12 ans ambulancier, qui a été aussi préposé aux bénéficiaires. Il va nous raconter les défis auxquels il fait face, puis comment, malgré la pression intense, il a réussi à rester centré et ancré dans chaque situation. Michel, c'est aussi celui qui est derrière les podcasts que je fais. Il fait le montage de la vidéo YouTube et aussi du podcast en audio. Et aussi, c'est lui qui s'occupe de ma plateforme Moodle avec mon site web, ma plateforme de formation et où sont logés aussi les podcasts et les entrevues YouTube. Alors, Michel, c'est quelqu'un, si je peux vous le présenter, qui est super humain, à l'écoute, professionnel, il est drôle. C'est un homme intelligent, enrichissant. Donc, je vous le présente aujourd'hui sous l'ancien ancien ambulancier où il va pouvoir nous décrire c'est quoi l'arrière d'être ambulancier. Alors, juste avant, je veux juste vous dire que le podcast Sacré Stress est sur YouTube en visuel et sur toutes les plateformes de podcasts. Donc, c'est le podcast Sacré Stress. N'oubliez pas, vous pouvez vous abonner, commenter, liker et partager. Fait que là, je vais poser des questions à Michel pour vous allez savoir plein d'affaires de ce qui se passe en arrière de ce métier-là. Alors, bienvenue Michel d'avoir accepté vraiment cette invitation parce que moi, ça me touche. Tantôt, j'ai eu le moton, là, mais ça me touche les gens qui, comme toi, les ambulanciers ou les policiers, hein, ou les gens qui sauvent des vies, les pompiers aussi, hein, les gens de l'armée, vous sauvez des vies. Vous devez être là pour nous. Puis souvent, les gens ne sont pas nécessairement reconnaissants. Donc, moi, je voulais te mettre à la vue pour dire, regardez qu'est-ce qui se passe. Puis Michel, en pré-entrevue, là, il n'arrêtait pas, il y avait juste la Josette, il y avait plein d'histoires. Il me disait, mon Dieu, ça finira plus, on va faire un épisode de 5 heures. Mais c'est ça. Fait que bienvenue, Michel. Merci Nancy pour cette belle introduction aussi. C'est comme, tu vas me faire rougir avec tout, tout ce que tu as dit. Ceci dit, ça me fait toujours plaisir de travailler avec toi. On travaille ensemble depuis un an, presque un an là. Ouais. Et c'est une joie renouvelée à chacun de tes épisodes, à chacun des projets que tu as. Et oui, oui, et je vais le dire aussi à ton monde, likez, aimez, commentez, partagez. Nancy, tu fais un travail extraordinaire. Moi, j'ai la chance d'avoir tes entrevues avant tout le monde, hein, d'écouter tes podcasts parce que je travaille dessus. Et à chaque fois, je suis
impressionné de la qualité du travail que tu fais, la qualité de tes invités également. Sur chacun des sujets, ils ont tous plein de choses à partager. Donc, c'est un honneur pour moi de contribuer à ce travail-là avec toi. Donc, je te relance aussi les compliments. On va Merci. faire ça pendant 1 heure, on va se complimenter comme ça. Voilà. Bon, ben écoute, commence tout de suite les questions? Si Es-tu tu veux, prête? ben oui, quand tu es prête, on peut commencer ça. On peut parler de l'ambulance et Ben oui. du Là, stress dans ce métier. oui, parce que c'est principalement le stress, mais moi, en premier, je veux savoir, c'est quoi un bon ambulancier? Parce que, bon, on a-tu un bon ambulancier entre les mains, là? C'est la personne qui vient nous prendre, là, nous emmener en ambulance, là. Ah, puis c'est pas juste d'emmener en ambulance, hein? C'est le avant, mais avant, c'est quoi une ambulance, un bon ambulancier? Ben, je te dirais au Québec, tu sais, j'ai travaillé à Montréal, dans la région Montréal-Laval. C'est la même entreprise ambulancière que les gens connaissent sous le nom d'Urgence Santé. J'ai travaillé aussi en région éloignée. Donc, en région éloignée, en dehors des grands centres urbains, les entreprises ambulancières sont des entreprises privées subventionnées. Mais partout à grandeur du Québec, peu importe le contexte de travail, je dirais la qualité paramédique au Québec, elle est on n'a pas à rougir des services. Donc, si vous avez besoin d'une ambulance, vous êtes en bonne main au départ. C'est sûr que, bon, on est tous des êtres humains, on performe mieux dans certaines situations que d'autres. On peut, mais je te dirais, au Québec, vous pouvez dormir sur vos 2 oreilles quand une ambulance vient vous chercher chez vous. La formation, elle est de qualité supérieure. C'est quand même au Québec, c'est un métier qui est récent, hein, qui est pas si vieux que ça, qui est comme officiellement qui existe depuis 1989. Avant ça, avant ça, les ambulances, c'était des services d'entreprise de pompes funèbres. Il y avait les corbillards. Ah oui? Oui, c'est eux qui avaient des véhicules pour pouvoir transporter des gens allongés. Donc, l'entreprise de corbillard avait une sirène comme pour des appels d'urgence ou pas de sirène pour aller chercher des gens décédés. Dans les deux cas, vous étiez leur client. Si vous sauvez la vie ou pas, vous étiez le client pareil. C'était la blague qu'on disait. Mais oui, sérieusement, c'était les entreprises de pompes funèbres qui étaient le service qui était le plus utilisé pour transporter des malades à l'hôpital. Euh, à Montréal, dans les années 70, la police avait un service d'ambulance. C'était des petits Econoline, donc des véhicules de police, ambulances. Donc, c'est un métier qui est tout nouveau. Donc, tout ça a amené tranquillement au métier nouveau. Il est nouveau. En 89, on a eu officiellement un peu là, regroupement à Montréal, un projet urgence santé, tout ça. Les ambulances sont devenues avec des formations, les ambulanciers avec des formations qui à l'époque étaient de 3 mois. Aujourd'hui, c'est un DEC. Et il y a même une formation universitaire maintenant au niveau paramédic ici au Québec pour ce qu'on appelle les paramédics avancés. Donc, la qualité de formation que les paramédics ont au Québec, elle est de très haut niveau. Elle est sans cesse en progression. Donc, je vous dirais, vous pouvez être confiant des services qu'on a ici au Québec. Ceci dit, le métier d'ambulancier, c'est quand même un métier où on touche beaucoup de domaines. C'est du domaine médical pour beaucoup, mais aussi du domaine psychosocial, du domaine urgence également, parce qu'un accident de la route, il y a peut-être personne de blessé, mais il y a une urgence physique. On est appelé sur des incendies, à intervenir avec la police, avec les pompiers dans certains cas avec la police. Donc, on touche tout ce qui touche urgence, quelle que soit l'urgence, ainsi que l'aspect médical et psychosocial dans le domaine de la santé. Donc, c'est un métier où on doit être polyvalent. On doit avoir beaucoup de connaissances dans beaucoup de Hmm. domaines. Fait Ouais. que tu m'expliquais quand on avait parlé que c'était la connaissance, mais plus aussi la compréhension de la personne puis de la situation qui est Oui. important. C'est pas juste les connaissances même, mais c'est aussi le côté humain, puis à quelle étape que tu dois prendre les bonnes décisions aussi, là. Oui, l'aspect humain est comme, mais en fait, c'est un métier où on intervient avec de l'humain à 100% presque tout le temps. Oui. Euh, il est très important. Combien de personnes dans ta vie as-tu laissé entrer dans ta chambre? Très peu. Combien de personnes dans ta vie as-tu laissé entrer dans ta chambre à un moment où tu étais vulnérable?
très peu. Alors, comme paramédic, comme ambulancier, c'est notre quotidien. On va chercher les gens chez eux, bien souvent dans leur lit. Alors, on n'est pas, tu sais, on ne laisse pas juste entrer dans leur chambre pendant qu'eux sont dans leur lit. Donc, on se doit d'avoir une approche qui est très humaine et on doit rester humain dans des contextes où les gens sont eux-mêmes désemparés, ils savent pas ce qui leur arrive, ils savent pas ce qui va leur arriver, donc ils sont hyper vulnérables. Donc, faut pas entrer là juste avec une approche que médicale ou que technique. Je dois aussi tenir compte que j'ai devant moi un être humain qui a de la famille, qui est là aussi, qui sait pas trop ce qui peut se passer, qui se demande qu'est-ce qui se passe, mon parent ou la personne que je connais va-t-elle mourir ou pas, des enfants, et tous ces gens-là ont aussi des réactions. Donc, j'ai pas juste une personne à traiter, j'ai pas juste une condition médicale à traiter, mais j'ai aussi la famille, les autres personnes qui sont là quand on est dans la maison. Et dans la rue, c'est la même chose. Il y a les voisins, il y a les passants, les badauds, les weareux, comme on dit dans notre jargon, ceux qui veulent wear, qui sont, et tout ça est à gérer. Donc, oui, ça demande des compétences multiples qui ne sont pas que techniques, effectivement. Effectivement, tantôt, je vais poser une question en rapport avec ça, justement. Ma prochaine question, c'est comment on gère le stress dans des situations aussi critiques? Comment on gère ça, Ben, Michael? en fait, tu sais, quand on s'est parlé ensemble, ça va parler de le stress, c'est du ciné. Hein, cette expression, peut-être que tu en reparleras dans une de tes épisodes sur le stress, mais on dit c'est pour quand on a l'impression qu'on perd le contrôle, I pour les situations imprévues, le N pour les situations nouvelles et le E quand notre ego est menacé. Donc, les situations d'urgence touchent à peu près tous ces aspects-là. Hein, c'est souvent incontrôlable de notre part, c'est souvent imprévu, des situations nouvelles, il n'y a pas deux situations pareilles. Et parfois, on peut se sentir nous-mêmes menacés parce qu'il y a des situations où j'ai été moi-même personnellement menacé physiquement. Donc, toutes les interventions peuvent être des situations stressantes. Une des choses qui va aider, en fait, c'est effectivement la connaissance de savoir quoi faire, des connaissances que les gens n'ont pas. Alors, ce qui fait que souvent les gens sont désemparés dans une situation d'urgence, c'est parce qu'ils ne savent pas quel geste poser, quel geste prioriser, comment analyser la situation également. Donc, effectivement que les gens disent, souvent les gens vont me dire, oh, je sais pas comment vous faites, mais en quelque part, on est formé pour ça. Donc, la formation nous permet d'être capable de ne pas subir ces éléments stressants-là. Imagine, tu vas voir un médecin pour un problème de santé, puis le médecin se met à paniquer. C'est comme- Ben, c'est pas très rassurant pour le patient. Donc, tu sais, c'est un petit peu un exemple simple, mais pour montrer que, donc, la connaissance, la formation nous aide à hmm, transformer finalement tous ces agents stressants-là en action pour la personne oui. qui va avoir un résultat très positif à la fin. Ouais. Mais je pense aussi que ça dépend de la personnalité. Il y a des personnalités qui ils sont plus dans le genre urgentologue ou d'autres plus chirurgiens, où il y en a que les situations d'urgence, ils sont pas bons là-dedans. Puis des fois, il y en a même qui s'essayent, mais ça fonctionne pas. Mais ça peut s'apprendre. Mais il y en a que ça fonctionne pas. Fait que c'est pour ça qu'il faut quand même que pour être ambulancier, il faut quand même avoir, je pense, un minimum de base dans côté personnalité, avoir des caractéristiques, des facilités pour être quand même ambulancier. Ben, c'est sûr que Mm, l'expérience aussi, la connaissance va aider. c'est Mais quand sûr. tu sors du cégep, puis tu es tout frais sur tes premières appels, tu vas être stressé. Le même appel 10 ans plus tard ne te stressera plus parce que tu vas. Donc, ce sera plus des choses nouvelles. Il y a comme l'expérience va aider. Donc, il y a un aspect qui va aider aussi pour quand tu es dans un état où tu débutes. Tu commences, tu n'as pas acquis encore toute l'expérience les collègues avec qui tu vas travailler. Donc, c'est très rare qu'on va prendre deux ambulanciers qui sortent du cégep, on va les envoyer ensemble sur un appel. On va, pendant un certain temps, on va faire travailler de nouveau avec une personne d'expérience. Donc, pour continuer notre apprentissage, finalement, donc, il y a cet aspect-là qui aide. Et il faut l'admettre,
Ben, effectivement, c'est pas tout le monde qui a la personnalité non plus pour faire ce genre de métier-là. Mm. Et il faut reconnaître ça. J'ai vu des gens devenir ambulanciers, faire leur cours, mais au bout de 6 mois, un an, dire non, c'est pas pour moi. Parce qu'ils arrivaient peut-être pas nécessairement à gérer le stress ou le système ou peu importe, mais effectivement, il faut pouvoir être capable, il faut avoir une certaine personnalité de détachement peut-être par rapport c'est de ne pas prendre les choses personnelles, pas un détachement de manque d'intérêt, mais il ne faut pas prendre tout ça sur nos épaules personnelles non plus. Les Ouais. choses qui se passent ne nous arrivent pas à nous, ça arrive à quelqu'un d'autre. Nous n'en sommes pas responsables. On peut jouer un rôle et c'est d'avoir je te dirais, la philosophie peut-être de dire, ben, je suis là pour aider, quelle que soit la situation, même face au décès. Fait que c'est sûr que ça va demander à voir peut-être la vie différemment des autres. Tu sais, ou pour des gens, une fin de vie ou une maladie terrible ou un accident terrible et la catastrophe. Nous, quand tu interviens, faut que tu vois ça différemment. Il faut que tu aies une perception différente de la situation d'urgence. C'est un fait. Ben, c'est ça, tu disais quand on parlait que, tu sais, le stress, tu sais, en disant le boss m'énerve versus j'arrive pas à payer mon loyer ou versus le comportement des autres, c'est pas la même chose non plus que quand tu arrives puis la personne est en arrêt cardiaque, c'est pas les mêmes stress, tu sais, la personne. Fait que, tu sais, tu me disais justement que ça faisait une différence quand tu arrives sur un lieu. Tu me disais à un moment donné qu'une madame, c'est parce qu'elle avait mal au ventre depuis 12 ans, ben, ton intervention sont peut-être pas la même que quelqu'un qui est là, qui est en urgence avec un arrêt cardiaque, là, tu sais. Fait que ton stress, il sera pas pareil. Ben, oui, c'est sûr que chaque appel est différent et on va ajuster nos gestes en fonction de la situation. Donc, c'est quelqu'un qui me dit qu'il a mal au ventre depuis 12 ans. C'est sûr que les douleurs au ventre peuvent être graves, hein. On va parler Oui. de rupture d'anévrisme ou de rupture intestinale, blocus intestinal. Il y a des situations qui peuvent être graves. Mais quelqu'un qui dit, ça fait 12 ans, j'ai mal au ventre, on va pas le gérer de la même façon. On va la traiter, la personne, c'est sûr. On va traiter la personne, on va l'amener à l'hôpital mais on va pas nécessairement risquer la vie de tout le monde en passant sur des lumières rouges avec les sirènes gyrophares pour quelqu'un qui a une douleur chronique depuis 12 ans puis qui a rien de nouveau au moment où elle nous appelle juste parce qu'elle est tannée. La personne, c'est des choses qui peuvent arriver, là. J'ai eu des appels comme ça, j'ai mal au ventre depuis 12 ans. Pourquoi vous nous appelez là à 3 heures du matin? Ben, Oui. je suis tanné d'avoir mal au ventre. Il y a rien de différent. Les signes vitaux sont beaux, tout est stable. On va pas partir en catastrophe de cet appel-là. Plutôt, effectivement. Oui. Puis, par rapport aux gens que tu parlais, qui sont stressés parce que le collègue de travail, il a un comportement étrange ou c'est ça, on perçoit plus le stress pareil, en fait. C'est ce qui va me stresser, moi, dans ma vie, aujourd'hui, après toute cette expérience-là, n'est pas la même chose que pour la plupart des gens. Ce qui Oui. stresse la plupart des gens, pour moi, j'ai pas la même vision d'une Alors, situation stressante. c'est C'est ça. comme, Fait que ce ouais. qui amène justement à l'urgence, tu sais, comment tu vois l'urgence? Parce que tantôt, on parlait que, tu sais, comme admettons, quelqu'un qui a un couteau sur la gorge versus puis que les policiers sont là avec les guns versus, tu sais, comme justement la dame qui avait mal au ventre. Ben, l'urgence, c'est ça, fait que vous la voyez sur le moment. Mais j'ai noté 4 petites histoires parce que c'était tellement bon. Michel, là, il a toujours des histoires à raconter. Mais là, j'ai dit, là, Michel, il faut aller à l'essentiel, sinon on va être 5 heures ensemble. Fait que je vous le dis, ben, il est bon conteur, puis il sait amener les émotions. Fait que, tu sais, comment on peut voir l'urgence? Parce que, tu sais, c'est important comme tu me disais que c'est important d'avoir le contrôle, avoir un pouvoir aussi sur la situation versus être dans des états, dans des émotions irrationnelles quand tu es dans un état d'urgence. Donc, il y a 4 histoires que tu m'avais déjà contées. C'est que, un, que tu t'étais déjà battu, une que tu avais figée par choix que tu ne devais pas bouger, une, c'est que tu avais un homme suicidaire avec un sabre, puis l'autre, c'est que tu étais avec un collègue et un homme suicidaire, puis que tu t'es les laissé s'exprimer. Fait que là, nous autres, on veut entendre, en tout cas moi, je veux que vous entendiez ces histoires-là parce que ça va vous permettre de voir c'est quoi le métier d'ambulancier, mais ça, à quoi ils font face dans l'urgence. Es-tu prête à partir avec tes histoires, Michel? OK.
c'est la première fois que je vais m'adresser à autant de monde en même temps. C'est comme, habituellement, je raconte ces histoires-là dans le salon après une veillée, tu sais. Oh, comment tu sais que t'as dû en voir des choses sur l'ambulance? Euh, oui, effectivement, comme je disais, c'est un métier où on touche beaucoup d'aspects, aspects médicaux, beaucoup de psychosocial. Il y a aussi les urgences médicales. Il y a il y a de la détresse, il y a de la détresse humaine, il y a de la pauvreté, il y a plein d'aspects. Euh, puis, effectivement, il faut être capable de voir tout ça comme dès que j'arrive sur la scène. C'est que l'ambulancier qui arrive sur scène ne se précipite pas. C'est rare que vous allez voir ces gens-là courir. Et il y a une raison à ça. On court pas. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de capter toutes les informations qu'on a besoin pour pouvoir intervenir. Donc, j'ai besoin de tout voir ce que j'ai à voir, d'entendre, de ressentir aussi la situation, puis d'en faire une première analyse rapide. Comme de qu'est-ce que j'ai devant moi, dans quoi je me retrouve. Et avec cette première analyse rapide-là, je vais valider, plus mon intervention va avancer, plus je vais avancer dans mon analyse et les gestes que j'aurai à poser. Euh, donc, effectivement, là, les quatre que tu m'as nommés, je les ai. Ben, OK, je Lesquels vais tu te le voulais que je dire. Ben, parle? Tu m'en as parlé de quelques-unes, là? il y en a un, c'était un homme suicidaire avec ton collègue, mais tu l'as laissé s'exprimer, puis il y avait les policiers qui avaient Oui, les guns. ça, c'était un. Oui, Ouais. ça avait été un appel assez prenant en termes de temps, puis où le niveau de stress est très immense. Il était très, très, très élevé. Pour faire une histoire courte, le service de police était déjà là sur place quand ils nous ont appelés. Donc, quand on arrive, il y a déjà deux policiers qui sont là. Et c'est un petit logement genre 3,5, là, où il y a un petit passage, une petite cuisinette, un salon cuisine. Donc, la victime ou le patient est assis dans son fauteuil avec un couteau qui se tient à la gorge et qui menace les policiers de se suicider si eux, ils font un pas. Et eux, bien entendu, ils sont formés pour mettre en joue une personne qui a une arme, c'est leur formation, donc ils tiennent en joue. Et là, un des policiers m'explique la situation avant qu'on rentre dans le logement. Et effectivement, je me retrouve finalement, après quelques minutes d'essayer de se positionner puis de se placer, là, je me retrouve dans un petit passage qui est très, très étroit entre deux policiers avec le fusil en joue comme ça, un monsieur en avant de moi qui a un couteau ici puis qui me répète la même chose, je vais me suicider si vous faites un pas de plus. Et je sens les policiers fébriles, je sens les policiers nerveux. Mon partenaire s'occupe d'essayer de trouver du support technique, peut-être un médecin sur la route, donc il est en arrière de moi. Et là, j'entreprends de parler avec cet homme-là. Je me mets en petit bonhomme pour être au même niveau. Et je parle avec ce monsieur-là pour le faire s'exprimer, justement, pour essayer de savoir ce qui se passe, pourquoi il en est rendu là, qu'est-ce qui l'a amené là. Et le but, c'est de poser un paquet de questions ouvertes euh, pour l'amener à parler et non pas conclure pour lui les choses. La tendance humaine, souvent, c'est ça. C'est comme, ah, OK, j'imagine que ça va pas avec ta femme ou j'imagine que ça va pas au travail. Ça, je mets des paroles dans la bouche de la personne. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Et s'il ne me répond pas tout de suite, je reviens avec la même question, mais de formuler différemment pour qu'il se mette à parler. Et là, je peux prendre un petit peu de ce qu'il me dit, lui retourner ça en forme de question pour l'amener à parler, à parler, à parler, pour finalement qu'il parle, qu'il parle, qu'il parle, qu'il parle, qu'il parle, qu'il... Et plus il parle, plus lui, son stress à lui va descendre. Si son stress descend, le stress de mes policiers descend aussi, le mien aussi, parce que je veux calmer tout ce jeu-là, pour amener finalement la personne à ce qu'il dépose le couteau sur sa table devant lui. Donc, j'ai négocié avec cette personne-là à peu près pendant 2 heures et demie de temps. Puis à un moment donné, ben là, quand j'ai senti la tension de tout le monde descendre, les policiers aussi, j'ai offert au monsieur de travailler avec moi.
Donc, je lui dis, sentez-vous le stress ici présentement? Alors, à peu près avoir discuté avec lui d'une heure et demie de temps, de son travail, sa femme, sa vie, il m'a tout raconté. Il dit, ouais, ouais, j'aime pas ça, les policiers, le fusil. Et là, ce que j'ai fait, c'était oser, parce que demander à un policier de serrer son arme, tu sais, c'est comme lui, il est formé pour, il y a une arme, j'ai mon arme en joue, mais je voulais faire déstresser encore plus la situation. Fait que j'ai demandé au monsieur s'il déposait son couteau sur la table. Je lui dis, je vous promets que les policiers vont serrer leurs armes. Et il fallait être culotté en même temps un peu pour faire ça parce que j'avais pas consulté mes policiers. Mais j'étais rendu à une étape où je savais qu'il le ferait, où je savais qu'il trouverait une façon de cacher leur arme. Et c'est ce qui est arrivé. Celle qui était à ma gauche, elle a mis son arme dans son étui pour détacher son poivre de Cayenne. Et l'autre policier est rentré dans la cuisinette, donc hors de la vue, tout en gardant son arme. Mais j'ai fait ça sans les consulter. Et pour pouvoir faire ça, il a fallu que je sois très, très à l'écoute de leur énergie, si je peux dire, pour parler un peu dans ce sens-là, mais de les sentir aussi, sentir leur stress à eux, sentir qu'ils me suivaient dans mon intervention, qu'ils avaient maintenant confiance en ma façon de faire pour qu'ils puissent faire le geste pour descendre d'une coche encore plus le stress. Puis une fois qu'il y a eu le couteau sur la table, on a pu jaser encore un petit peu. Il a continué à me parler de lui. Le stress a beaucoup descendu. Et là, je lui ai offert d'aller vers sa table de cuisine plutôt que devant le couteau pour aller fumer une cigarette. J'ai vu le cendrier, le tabac, le paquet de tabac. Donc, on va aller fumer une cigarette. Alors, il s'est levé. Je me suis dirigé. Et là, les policiers sont rentrés. Ben, en fait, eux ont rentré en avant de moi. Encore pour moi, je me dirigeais vers lui. Et là, il y a une tralée de policiers qui est rentrée. Ils étaient tous dans le bloc appartement. Ils sont entrés pour faire comme une sorte de mur pour pas que le monsieur retourne à ses... Et finalement, il y avait un médecin, entre-temps, qui a pu venir sur place, un médecin d'urgence santé, qui a parlé avec le monsieur. Ils l'ont convaincu, on s'en va à l'hôpital. Puis on est parti à l'hôpital sans qu'il y ait eu un coup de feu tiré, sans qu'il y ait eu aucune blessure. C'est sûr que ça aurait pu dégénérer autrement, Mhm. mais la situation a évolué et elle m'a permis, en évoluant, mais en étant très à l'écoute de l'évolution de la situation, j'ai pu guider la situation pour une sortie de ça. Ouais. Ben oui, puis moi, ce que j'aime, je vais faire un parallèle, tu sais, comme l'écoute, tu sais, comment être dans le calme, que vous soyez en couple avec vos enfants, avec des amis, avec votre boss, vos collègues. Quand vous êtes dans le calme, puis vous essayez de comprendre l'autre, vous posez des questions, c'est la même affaire. C'est ça qui va désarmer, que la personne elle va être moins en état de colère ou qu'elle va faire un geste qui est pas winner dans la vie, là. Fait que Ouais, ça vient chercher la même chose, la communication, l'environnement est effectivement. important. Michel, de par sa personnalité, avec sa voix, il est capable d'emmener ce calme-là. Puis il y a une voix qui est vraiment douce. Donc, t'étais à la bonne place, je pense, à ce bon moment-là, tu sais, en tant Mhm. qu'ambulancier. Mais ça fait rappeler quand même qu'il y avait l'autre histoire avec, c'était un autre monsieur qui voulait se suicider, mais qui avait un sabre. Voyez-vous, c'est deux Oui. histoires différentes l'autre, il va vous la conter, mais deux histoires complètement différentes, mais qui est impressionnant. Ouais. Elle est beaucoup plus courte, celle-là, parce que l'intervention a duré même pas une minute. On arrive sur place, c'est la dame qui a appelé pour son mari suicidaire. Elle nous accueille, elle nous explique dans la cuisine qu'il est dans la chambre, qu'il est suicidaire. On se dirige vers la chambre et le monsieur est assis dans son lit, à côté sur ses genoux, là, un peu. Et quand il nous voit, il se penche, il prend, en dessous de son lit, il prend un objet qui sort et c'est un sabre. Et là, il vient pour se lever. Ni un ni deux. Je me revire de bord. Mon partenaire qui me suivait, je dis, on sort. C'est comme, ne me demande pas pourquoi. Souvent, je dis à la blague, j'aime pas courir. Si vous jamais vous me voyez sortir de quelque part en courant, ne me dites pas qu'est-ce que tu fais là. Suivez-moi. Tu sais, c'est comme, Oui. OK? Et on agrippe la madame en sortant et on sort. C'est comme, on sort. Parce que là, j'avais une autre, il y avait une autre dimension. J'avais pas un monsieur assis confortablement avec un couteau qui me dit, si vous faites un pas, je me tue. Là, j'ai quelqu'un qui a une gestuelle totalement différente avec un regard visuel. Donc, il y a tout le non-verbal qui dit, m'en vais te frapper avec mon sabre.
peut-être qu'il n'était pas aiguisé, peut-être que ça aurait été juste comme un coup de bâton, mais bref, là, il n'y avait pas de négociation à avoir. C'était comme la situation était différente, l'énergie était différente. Le non-verbal de cette personne-là me disait, je te donne un coup de sabre. Donc, il n'y a aucune négociation à faire. En plus, je me retrouve encore là, dans un contexte très étroit. J'ai même pas de policier avec moi pour me protéger. Donc, on sort. C'est ma vie qui est prioritaire à ce moment-là, la vie de mon partenaire, puis la vie de la madame aussi. On la grippe. Puis si la madame voulait pas venir, puis qu'elle s'assine avec nous, je reste pas là. C'est comme, je suis pas équipé pour manger un coup de sabre, tu sais, Ben oui. même pas pour sauver la vie d'une personne. Mais la madame nous a suivis. Mais je vois juste que, tu sais, donc là, c'est une autre situation d'urgence où ma vie peut être menacée. Et en sortant, on demande l'assistance policière. Puis on attend que la police arrive, bien enfermé dans notre camion, barré, reculé d'à peu près 500 pieds de l'espace pour pas que le monsieur court après nous. Puis, Ben donc oui. c'est une autre genre d'urgence où là, j'ai pas d'intervention à faire parce que ma vie est menacée. Je dois protéger d'abord ma vie, celle de mon partenaire. Et il faut que je sois à l'écoute de ça. Il faut pas que je rentre dans cet appel-là en disant, oh, j'ai déjà eu un appel d'un gars suicidaire, puis j'ai parlé avec lui 2 heures de temps, puis je l'ai calmé. Donc, faut pas que je me base juste sur mon expérience, parce que là, c'est comme une situation qui est semblable, mais pas la même, et que j'ai d'autres signes, et je dois écouter ces autres signes-là, et non pas juste me fier sur mon côté, oh, j'étais un bon paramédic, moi, je vais le calmer, le gars, parce que dans ce cas-là, c'était pas cette situation-là. Ben, c'est ça. Puis j'en parle aussi dans d'autres situations où notre système nerveux a trois réactions. Soit il va prendre la fuite, soit il va combattre, ou soit se battre, ou soit il va freezer, il va être immobile. Et puis, on voit là que dans l'autre situation, Michel a vraiment été comme dans une situation où il a été dans l'accueil, l'écoute. Il n'y a pas eu de fuite, il n'y a pas eu de combat. Mais dans ce cas-ci, c'était une fuite choisie où il a dit c'était choisi hein, pour Mhm. sa vie. Oui, OK? oui, Donc, c'est important. Puis, une autre chose que tu me disais, une autre histoire, que c'était que tu t'es déjà battu. Donc, ça va aller chercher le système nerveux où il doit hein, se battre oui. pour sa vie. Donc, conte-nous celle-là. Ouais, ben en fait, c'est arrivé souvent où des gens nous ont agressés physiquement. C'est souvent des contextes d'état d'ébriété ou d'intoxication où la personne semble coopérative, puis sans cri, sans signal d'alarme, rien, elle se met à vouloir nous frapper. Donc, c'est pas toujours des situations qui sont dangereuse où ma vie est menacée. C'est une personne en état d'ébriété qui frappe dans le vide puis qui a de la difficulté à mettre un pas devant l'autre. Ma vie est pas menacée, mais je dois quand même maîtriser cette personne-là parce que si je le fais pas, il essaie de me frapper. Donc, une situation, entre autres, qui m'a qui m'a frappé, pas le monsieur, la situation. C'est un contexte comme ça où la personne est relativement coopérative, elle est en état d'ébriété, elle hurle un petit peu, mais bon, on la sera dans l'ambulance et tout bonnement, il se met à vouloir frapper mon partenaire, me frapper. Fait que là, l'ambulance est un endroit très restreint. Hein. Fait que là, on est là en train d'essayer de le maîtriser pour pas qu'on reçoive un coup de poing. Là, tu sais. Et je demande l'assistance. J'ai besoin là de la police parce que la situation est rendue où ça prend une intervention de la police. Mais je peux pas juste sortir de l'ambulance parce que là, il a agrippé mon partenaire, puis tu sais, il nous agrippe le manteau. Fait que là, la fuite n'est pas possible. Donc, on doit affronter, on doit le maîtriser. Et un coup, si j'arrive à le maîtriser, je peux pas le lâcher. Parce que si je le lâche et que je m'en vais, il peut sortir, puis peut-être vouloir blesser d'autres personnes. Donc, mon objectif, et on essaie de maîtriser cette personne-là et j'ai besoin de la police. Et à Montréal, on avait 5 fréquences radio parce qu'il y a 5 secteurs. Et l'ambulance, des fois, on change de secteur parce qu'on fait un appel dans le secteur 1, puis l'appel d'après se fait dans le secteur 4. On doit changer manuellement la fréquence de notre radio portatif. Mais des fois, on l'oublie. C'est comme parce qu'on communique au départ avec la radio du véhicule, euh, qui, eux, ils vont nous le dire, vous avez un appel sur la fréquence 4, on change, fréquence 4, et là, on quitte le véhicule, on fait l'appel, mais on a oublié d'allumer celle, de changer la fréquence de notre portatif. Fait que la répartitrice, elle me répond, vous êtes pas sur la bonne fréquence. Et là, j'étais de très mauvaise humeur. Parce que j'avais besoin de la police. J'avais besoin de me faire dire, vous n'êtes pas sur la bonne fréquence, changez de fréquence. Mais bon, change de fréquence, rentre dans le monsieur, demande la police à la bonne fréquence.
Euh, et il faut savoir que les répartiteurs sont tous dans le même bureau, là. Fréquence 1, 2, 3, 4, 5 sont assis ensemble. Ouais. Un coup que l'appel est terminé, je suis, mais de très mauvaise humeur après ma collègue répartitrice qui m'a répondu ça alors que je demandais à la police si j'ai besoin d'une assistance policière pour un patient agressif. Donc, si je suis pas sur la bonne fréquence, dis-moi, je vais aviser mon collègue sur la fréquence 4 en passant, tu sais, puis en passant, vous n'êtes pas sur la bonne fréquence. Tu sais. Mais au moins, je sais que la police s'en vient. Donc, je suis allé au bureau pour essayer de m'expliquer avec le superviseur, etc., que une situation où je demande la police, si je suis pas sur la bonne fréquence, je voudrais pas me faire répondre, je suis pas sur la bonne fréquence, surtout quand c'est une situation où... Et Oui. là, le superviseur, il me dit, Michel, il dit, je veux quand même te faire écouter la bande audio de ton appel. Il dit, tu vas voir, c'est assez impressionnant. Ça pour dire que juste avant, là, moi, j'ai l'impression que je suis dans le jus en train de me démener, tu sais. Alors, essayez d'imaginer comment j'appelle les... Envoyez-moi la police. J'ai l'impression que mon énergie de stress, euh, je suis dans cette énergie-là en train de demander la police. Mais quand j'ai écouté la fréquence, quand j'ai écouté ma voix, c'était comme ça. Ouais, ces véhicules 502, on aurait besoin de la police pour un patient agressif. Là, mon superviseur il dit, as-tu l'impression, en t'écoutant, que c'est urgent, que tu es dans le jus, que tu es en train de... Et là, ça m'a clashé. C'est comme, wow! Tu sais, ce que moi, dans cet état-là, j'avais l'impression que j'étais dans le jus, mais en m'écoutant, je comprends qu'elle, elle a pas vu l'urgence, là. Ben oui. Comme pour elle, elle s'est dit, ben, il va à la police, il n'est pas sa bonne fréquence. Ouais, ouais, il dit, tu sais, comme. Tout ça pour dire les perceptions de comment je me sens, comment l'autre me perçoit, peut être très différent. Et ça Tellement. aussi dans des situations de communication, de stress entre les personnes. Donc, c'est des outils comme, des fois, on a l'impression qu'on dit les choses de telle ou telle façon, puis l'autre nous dit non, c'est pas ça que tu as dit, puis là, la chicane part. Ben oui. C'est ça. Notre impression de comment je le dis et comment l'autre l'entend, et mon énergie dans laquelle je le dis, comment je pense que je suis, comment l'autre me perçoit, et tous ces jeux-là, ben, cette connaissance-là que j'ai pu aussi avoir par l'expérience de mon propre métier, m'ont aidé aussi quand je suis devant des personnes en détresse à vraiment essayer de savoir puis de valider c'est quoi qu'ils veulent me dire, c'est quoi, et non pas de présumer. Ça aussi, c'est comme, ça fait Tellement. partie du Ben bagage. oui. Présumé. Présumé. On peut aller loin avec des présumations. Mhm. Puis, après 12 ans que tu as fait ce métier-là, qu'est-ce qui te vient en tête? Parce que là, je veux aller sur le point de la réanimation. Parce que, Oui, encore, vous êtes dans les premiers répondants de réanimation. Puis, c'est drôle parce que Michel m'a dit quelque chose quand j'ai parlé de ça. Il dit, Nancy, il faut plus se demander, il faut pas se demander combien qu'on a fait de réanimation, mais combien en as-tu sauvé? Je trouve qu'en inversant, se demandant cette question-là, ça fait tellement un autre sens. Mhm. Je sais pas si vous trouvez que ça fait un autre sens, mais je trouvais que ça faisait tellement wow parce que, Si tu me permets, Nancy, ouais, c'est pas juste sauver, en fait, parce que souvent, on associe le mot sauver une vie à réanimer une vie. ouais, OK. OK? Et dans le milieu des secouristes, des premiers soins, j'ai sauvé une vie, j'ai réanimé une vie, j'ai sauvé une vie. Dans ma carrière, j'ai réanimé une personne. que c'est que j'ai réussi à réanimer. Mais c'est combien j'ai gardé de personnes en vie que je les ai amenées à l'hôpital avant qu'ils meurent. Combien j'ai empêché de personnes de mourir. Et ça, c'est sauver une vie. Oui, réanimer quelqu'un, on sauve une vie, d'accord? Mais ça va arriver une fois, deux fois, quatre fois peut-être dans la carrière d'un paramédic, un ambulancier, de réanimer quelqu'un parce qu'il y a plein de facteurs il y a plein de facteurs qui sont préalables à la réanimation. Si tu les as pas, ces facteurs-là, on réanime personne. Mais quand la personne est encore en vie et poser les bons gestes pour qu'elle arrive encore en vie à l'hôpital, et ça, c'est pas considéré comme on a sauvé une vie. Mais l'expérience fait que tu le sais à un moment donné. Tu sais que cette personne-là, si j'avais pris 5 minutes de plus à l'hôpital,
il serait décédé en cours de route. Puis que les 5 minutes que j'ai économisées dans mes pas, puis dans ma façon de travailler, puis que je suis parti 5 minutes de plus rapidement sur place, je suis parti 5 minutes plus vite, je suis arrivé à l'hôpital 5 minutes plus vite, on lui a sauvé la vie, on l'a empêché de mourir. Puis ça, c'est une Hmm. notion qui est pas souvent véhiculée dans les situations d'urgence où on pense que sauver une vie, c'est OK, peut-être sauver une personne d'une catastrophe quelconque dans une situation X, Y, Z, ou le réanimer. Mais il y a tous les cas où la vie, elle s'en va vers la fin à cause de problèmes de santé, médicale, etc. Et qu'il y a une fourchette de temps où on peut faire quelque chose. Puis si on a passé le temps, il décède. Je pense à l'eau sur les poumons. Peut-être déjà, les gens connaissent ça, là, de l'eau sur les poumons. Euh, Quelqu'un qui fait un édème aigu du poumon, il peut perdre la vie en 5 minutes. Il peut être là, dire, j'ai pas de la misère à respirer, je sais pas ce que j'ai. 5 minutes plus tard, être en arrêt cardiaque. Et ces gens-là, on les réanimera pas, là. Ça peut dégénérer très rapidement. Donc, les gestes que tu vas poser quand tu es face à ça sont déterminants. Si tu perds du temps sur place, Mhm. Ben, tu me parlais de monsieur de 350 livres, justement, qui avait eu un problème de cœur au troisième étage, qui n'avait pas d'ascenseur. oui, Ça, c'en était un cas, justement, là. Tu veux-tu nous en parler un peu? ben, en fait, je me rappelle pas lequel je t'avais mentionné, mais tout ça va faire partie de, quand je disais tantôt, on se rend sur place. Il est au troisième étage, il n'y a pas d'ascenseur. Pourquoi on ne court pas? Parce que pendant qu'on monte, ben, j'observe. Parce que moi, il faut que je pense comment je vais évacuer la personne. Je ne l'ai pas encore vue, cette personne-là. Mais il faut que je sache comment je vais évacuer cette personne-là. Et s'il faut que j'évacue rapidement, comment vais m'y prendre. Donc, toutes les informations visuelles, etc., les dimensions de l'escalier, je ne saurais pas monter et à mesurer, là, mais c'est de l'information que j'ai besoin d'avoir une fois rendu sur place, et si j'arrive dans le logement de la personne, que j'ai une personne qui est en détresse respiratoire et qui en plus pèse 350 livres, je vais avoir besoin probablement d'un soutien technique. Ben, si j'ai déjà toutes mes informations dès le départ, je peux tout de suite demander le soutien technique et non pas dire ah, puis aller voir si ça va passer dans l'escalier, puis etc. Et sauver du temps, sauver des gestes, les gestes à poser pour économiser du temps et partir plus rapidement. Donc, si je dois l'asseoir dans la civière et lui donner de l'oxygène, mais peut-être qu'on va combiner des gestes assis dans la civière en donnant l'oxygène et non pas donner l'oxygène et asseoir dans la civière. Tu sais, il y a des gestes comme ça qui peuvent faire en sorte qu'on va, en bout de ligne, sauver 1, 2 ou 3 minutes, qu'on va partir plus rapidement pour sauver la personne. Puis il y a tous les obstacles, comme tu dis, il pèse 300 livres. Puis là, si ma partenaire en pèse 50 mouillés, ou mon partenaire, puis qu'on n'est pas capable à deux de soulever la personne, ça va nous prendre du soutien technique. Donc, faut tenir compte de tous ces éléments-là pour contribuer à sauver la vie de la personne. Ça veut aussi dire essayer de le garder en vie pour l'amener à l'hôpital en vie, puis sauver toutes ces secondes précieuses-là, ouais. Oui, effectivement. Il y a une autre question, parce que, bon, une question que je t'avais posée, c'est que je trouve importante parce que, étant donné que tu vis avec plein de genres de situations, c'est est-ce qu'on se doit se créer une carapace? Fait que là, Michel, il disait, c'est pas de se créer une carapace, ni un bouclier, ni d'être enfermé, puis c'est pas une protection. Lui, ce qu'il disait, que c'était, on devient avec une maîtrise. Donc, une maîtrise de la situation avec tout ce qui se passe. Hein. Donc, veux-tu nous en parler un peu? Parce que, Ouais, tu sais, du fait que c'est pas une carapace, la mais... fameuse carapace. Ouais. Ouais, c'est ça. Elle me revient souvent, puis il y a peut-être d'autres paramédics qui vont me dire oui, on se fait une carapace. Euh, puis c'est correct aussi, là, chacun a sa philosophie de vie, mais j'ai jamais perçu ça comme une carapace, effectivement. Euh, Parce que une carapace, ça te bloque. C'est quelque chose qui est étanche, qui bloque. Et moi, comme intervenant, j'ai besoin de pas me bloquer. J'ai besoin d'être à l'écoute, donc de ressentir tout ce que j'ai besoin de ressentir, de percevoir tout ce que j'ai besoin de percevoir pour pouvoir faire une intervention. Donc, si je me fais une carapace, je me déconnecte un peu. Donc, c'est pour ça que j'utilise pas le mot carapace. C'est plus être la capacité d'utiliser tous mes outils
j'ai une boîte à outils d'intervention dans ça. Puis c'est pas juste une trousse de premiers soins, c'est mes connaissances humaines, c'est les connaissances relationnelles, c'est les connaissances d'une situation de crise, c'est les connaissances d'une situation médicale dangereuse, c'est les connaissances d'une réanimation, c'est les connaissances aussi d'un accident de la route, etc., de la sécurité sur la route, des matériaux dangereux. Donc, si je sais quoi faire, j'interviens. Donc, c'est l'utilisation de mes outils qui fait en sorte que je deviens constructif, je deviens actif. Et donc, j'ai pas besoin d'avoir une carapace. Tu comprends? C'est comme, je transforme tout ça en action pour Mm. aider la personne ou les personnes qui en ont besoin. Oui, effectivement. Puis, bon, c'est sûr que tu disais qu'il y a des ambulanciers, eux, ils vont dire qu'ils vont avoir une carapace, toi non, tout ça, mais est-ce que tu penses que quand même, comment que je peux dire, ben ma question c'est, au départ, est-ce que tout le monde peut faire ce métier-là? Tantôt, on l'a dit, on peut pas faire tous ce métier-là. Parce que ça demande des fois une fermeté, ça demande d'être ouvert, ça demande d'être... donc, ceux qui veulent vraiment faire ce travail-là, y a-tu y a-tu une entrevue qu'ils font avant pour savoir si tu es justement prête à faire ça? Oui, oui. Bien entendu, comme tout processus d'entrevue, les gens peuvent aussi très bien dire ce que l'autre veut entendre en entrevue. Mais oui, il y a un processus d'entrevue, un processus. Ben, à l'époque, je sais plus maintenant, mais à l'époque, avant d'être accepté sur le cours, il y avait un examen physique et un examen théorique, un examen de personnalité psychologique là, Mm. où tu peux poser des questions qui n'ont pas rapport là avec, tu sais, si vous aviez le choix entre être dompteur de lion ou acrobate, là, lequel des métiers vous choisiriez. Puis apparemment que ça donne un profil de ta personnalité. Tu sais. Mm. Tu as, peut-être déjà passé ce genre de test-là. Alors, à l'époque, il y avait ce genre de processus-là. Mm. Maintenant, je ne pourrais pas te le dire parce que bon, ça fait maintenant une douzaine d'années là, je travaille plus dans le métier. Euh, mais à l'embauche, c'est ça aussi qu'une entrevue. Depuis que c'est devenu une formation, un DEC, au niveau collégial, c'est sûr que ça l'a amené beaucoup de gens à s'inscrire. Avant, il y avait deux endroits au Québec où tu pouvais suivre ton cours, un à Québec, un à Montréal. C'était une formation de 9 mois. Depuis que c'est devenu un DEC, effectivement, là, c'est peut-être plus le même processus pour l'embauche, là, pour entrer au cours, mais il y a quand même, j'imagine qu'il y a encore des entrevues qui se Mm. font. Euh, Pour ceux qui se demandent s'ils nous écoutent de la France, un DEC, c'est un diplôme d'études collégiales, donc c'est 3 ans oui, d'études. oui, On c'est est loin ça. du 9 mois. Oui. Et tu disais aussi, À l'époque, c'était une attestation d'études mm, collégiales. C'était 9 mois. Maintenant, c'est un diplôme d'études collégiales. Ouais. oui, puis tu disais aussi dans les qualités aussi d'un ambulancier, c'est aussi que d'être capable de voir qu'on a des limites, puis de passer le relais aussi à un autre Oui, intervenant, hein, parce oui. qu'on a tous nos limites. Donc, Mhm. tu disais que ça Oui, faisait partie aussi de ces ben oui. qualités-là Oui. de... Oui, et il faut en fait. Imagine une situation où je suis en train d'intervenir avec la personne. En fait, juste pour expliquer le contexte, les deux personnes habituellement dans l'ambulance ont exactement la même formation, celui qui chauffe, celui ou celle qui chauffe, celui ou celle qui intervient avec le patient. Donc, dans notre jargon, on disait c'est être dans la boîte, donc à l'arrière du véhicule, et celui qui chauffe. On a des responsabilités différentes, mais tous les deux sont les mêmes responsabilités pour la personne. Donc, la personne, on doit la traiter sur place, l'évacuer, l'amener à l'hôpital. Et les deux ont cette responsabilité-là, mais on se partage les tâches. Donc, souvent, on va faire la moitié du corps de travail. Il y en a un qui conduit, puis l'autre est dans la boîte. L'autre moitié, on inverse. OK? Alors, imagine que c'est moi qui est dans la boîte, pour parler jargon, et que j'arrive chez une personne et la personne n'a même pas la face, j'y reviens pas, je sais pas, j'y rappelle son père ou son frère qui est malcommode. Bref, il me clash constamment.
m'a dit puis quand mon partenaire ou ma partenaire, la personne est fine avec, puis, ah, toi, tu me comprends, puis tout. Ben, continue Ben l'appel avec cette oui. personne-là. C'est comme, tu comprends, faut pas être orgueilleux au point, non, c'est moi, c'est mon appel, puis c'est comme, de passer le relais, effectivement. Ou il arrive des situations où tu sais pas pantoute quoi faire. Ça peut arriver. Tu fais comme, comment je le gère? Puis ton collègue, ta collègue, a l'idée de génie avant toi, puis qu'elle part, puis qu'elle prend le lead de cette personne. Ton collègue prend le lead de l'intervention alors que c'était toi qui étais censé le faire. On pas en chicane avec ton collègue, il a comme eu l'idée, il est pas en papa, puis être un leader, c'est être capable de soutenir aussi l'autre, hein. C'est pas être toujours celui qui est en avant. Donc, les ambulanciers ont cette qualité-là chez presque tous les ambulanciers. On est tous sur des personnes qui sont très leaders, qui sont très capables de prendre les devants, mais sont aussi capables de supporter le collègue. C'est comme, tu sais, Oui, qui est le leader. Parce qu'une gang de leaders ensemble, ça peut faire une gang de loups qui veulent se manger à couenne. Mais si on est deux vrais leaders, ben, on va être capable de se passer le lead puis de se supporter l'un et l'autre. Et ça, il faut être capable de reconnaître ça. Effectivement, ils n'ont pas joué à la tête enflée, de dire c'est moi le meilleur, là. oui. C'est comme mon collègue, ma collègue a autant de connaissances, de compétences que moi, puis parfois il peut performer mieux que moi. Tu sais? Ben oui, puis tu me disais aussi qu'à un moment donné, il y a une ambulancière il y a eu un accident, puis la personne était morte, mais elle pleurait. Mais tu sais, dans le fond, c'était pas dû faire un massage cardiaque, là, mais l'ambulancière, elle pleurait. Elle me dit, gars, écoute, ça donne rien, il est mort. Le gars, il y en a d'autres qu'on peut Oui, sauver. Il faut oui, y aller. Fait que, tu sais, aider oui, à faire comme l'autre, elle peut oui, être dans un moment où elle est comme figée, puis que. oui. Ça, c'est des situations qu'on appelle de triage. En fait, une situation de triage au niveau de l'urgence, des services d'urgence, c'est quand tu as plus de victimes que tu es d'intervenants. Donc, on doit à un moment donné choisir qui on va traiter et qui on ne va pas traiter. Donc, il y a une sorte de triage. Et sur les accidents de la route, statistiquement parlant, quelqu'un qui décède sur un accident de la route, sur un impact à haute vélocité qu'on appelle, les chances de survie sont de zéro. OK, donc, et ce contexte-là était effectivement, on avait trois ou quatre personnes blessées, dont une décédée. Et la personne qui était décédée, elle avait été éjectée à l'extérieur de son véhicule et projetée 500 pieds ou 300, 400 pieds plus loin. Donc, c'était un constat de décès. On n'était que deux équipes d'ambulance sur les lieux. Il y avait énormément de pompiers aussi, bien entendu, de police, mais on avait des vivants. Et alors, il fallait évacuer les vivants. Quand je disais tantôt, plus je passe de temps sur place avec mes gens qui ont un trauma crânien, ils risquent de mourir dans l'ambulance. Donc, j'ai une fourchette de temps où je dois évacuer. On appelle ça le silver 10 minutes sur les situations d'urgence. Donc, et il y a ce qu'on appelle la golden hour, qui est dans des situations comme ça, il y a 1 heure pour être sur la table de chirurgie Hmm. s'il y a besoin d'une chirurgie. Donc, on comprend que plus je passe du temps sur place, plus je mets la vie en danger des personnes encore vivantes. Et effectivement, l'ambulancière avec qui j'étais débutait dans le métier et là, elle voulait masser la personne qui était décédée, mais on devait évacuer les vivants. D'accord? Le massage, on peut le confier à des pompiers, à des policiers. On va pas le sauver, on va pas sauver cette personne. Et je vais aller plus loin que ça. Imagine que c'est un enfant qui est décédé sur le même genre de situation, ça vient te chercher, là. Tu dis, on ne peut pas laisser un enfant mourir. Il faut être capable de prendre des décisions rationnelles, non émotives. Ça ne veut pas dire que ça ne me touche pas. Ça ne veut pas dire que j'ai pas trouvé ça triste que cette personne-là est décédée à l'âge de 22 ans ou qu'un enfant m'aura pu. Tu sais, c'est pas ça, mais alors oui, il faut avoir cette capacité euh, d'être capable d'agir, puis mes émotions qui viennent vraiment me chercher dans des situations comme ça, je braillerai après s'il faut, je me trouverai le temps pour pleurer. Je fais des interventions avec des bébés morts. Tu sais, un nourrisson, il n'y a même pas 1 an, il arrive sur place, il est dans le salon, il est décédé. Euh, c'est sûr que ça vient me chercher. C'est comme, mais si je me mets à pleurer à côté du bébé, j'aide personne. Tu comprends? Donc, c'est pour ça que je te dis, c'est pas une carapace. J'ai le droit de trouver ça triste, puis j'ai le droit d'être affecté émotionnellement. Si je me mets une carapace, j'étouffe cette émotion-là, ce qui est pas bon. Si je la reconnais, mais je me dis, c'est pas le temps là. Là, je dois, et il faut être capable de, justement, pendant un certain temps, peut-être, capable de prendre des décisions
d'une certaine façon, parce que c'est ça qu'il faut faire. Puis après, s'il faut, on pleurera dans le garage ou on se défoulera entre collègues, puis ou, tu sais, Effectivement, ça parce passe pas qu'il y a la facile. question on appelle ça la gestion de la scène d'urgence, hein, aussi, c'est dans le fond, c'est que tu gères ça, mais en même temps aussi, tu gères pas juste ta collègue, tu gères aussi les gens qui peuvent même t'insulter, de dire, oui, mais t'en fais pas assez, oui, mais t'es pas compétent, oui, mais, tu sais, des gens qui peuvent dire n'importe quoi, leur comportement. Toi, tu dois gérer toute cette scène-là. Mhm. Oui, Fait qu'il y en a oui. beaucoup sur les épaules. Euh, oui, comme je te dis, mais c'est pas nécessairement pesant. Non, OK, C'est parfait. pas nécessairement pesant. Mais c'est pas donné à tout le monde. Je te l'accorde, c'est pas donné à tout le monde. Faut avoir la capacité de gérer ces choses-là. Donc, faut bien se connaître. Ça, c'est sûr. Faut bien se connaître soi. Faut aussi être outillé, équipé. Donc, au niveau de mes connaissances Ouais. techniques, sociales, psychosociales. Et là, il y a aussi peut-être un peu de psychologie ou de spiritualité où il faut pas que je prenne personnel la personne qui m'engueule sur le coin de la rue parce que mon ambulance bloque la rue, puis qui est pas content parce que ça bloque le trafic. Faut pas que je prenne ça personnel, sinon je vais aller me chicaner avec lui, je vais l'engueuler, puis je ferai pas ma job. Tu sais, c'est comme, fait que c'est comme, c'est pas, c'est juste comme, tu sais, ça m'appartient pas, tu sais, tout Mm. simplement. J'ai pas de carapace à me faire quand quelqu'un, il me tend un tison pour me brûler. Si je le prends pas, c'est lui qui va se brûler avec, hein, Non, non. c'est ça. Puis est-ce que ça peut arriver que toi, si tu es sur le terrain, mais tu sais, ça arrive, là, on est sur le terrain, puis là, il y a notre boss, puis là, notre boss, il dit tu devrais pas faire ça. Ouais, mais sur le terrain, Oui, ça c'est arrive-tu? souvent le Est-ce que cas. ça fait des frictions? Comment que Ben ça oui. peut Si tu demandais à tous ceux qui travaillent dans les réseaux de la santé ou des services de ce genre-là, ils vont tous te dire la même chose. C'est pas le travail qui est pénible, c'est le contexte, c'est la structure, c'est justement les patrons qui comprennent pas ta réalité, puis qui vont t'imposer des règles qui n'ont pas de bon sens au nom d'une certaine performance économique ou d'une certaine gestion. Je te parlais de l'appel où le monsieur voulait se suicider. J'ai passé 2 heures et demie là. Quand que tout ça a été terminé, mon superviseur me disait que c'était pas ma job. Puis il me reprochait d'avoir fait ça. Hein? et pourtant, t'as comme réussi à ce qu'il n'y ait pas un drame, tu sais? Ben, c'est parce que sur place, quand moi je suis arrivé, les policiers étaient relativement un peu désemparés. S'ils ont demandé l'aide de l'ambulance parce qu'ils savaient. C'est comme eux, ils se disaient on tire ou on demande l'ambulance. Tu sais, ils étaient à peu près là. Donc, ils savaient pas trop comment aborder la situation. Mais je dis pas que les policiers sont pas formés, là. Ils sont Non. formés, etc. Mais cette situation-là, c'était évident qu'ils étaient un peu. Ils s'attendaient à ce qu'on fasse quelque chose. Ouais. C'était leur demande. C'est comme peux-tu intervenir? C'est sûr que techniquement, bien froidement, mon métier à moi, c'était pas d'intervenir puis de faire 2 heures d'appel là. Mm. Ça fait pas partie de mon protocole. Tu comprends? Mm. Mais un coup que t'es là, un coup que t'es sur place, tu fais quoi? C'est comme, tu dis non, gars, moi je m'en vais, puis demande à ton superviseur, toi et la police. C'est comme, bref, fait qu'à un moment donné, il y a du gros bon sens, puis il y a aussi des. Mais que mon superviseur m'engueule après, ben, il m'a pas engueulé, mais sur un ton autoritaire, c'est comme, c'est pas ta job, t'as pas d'affaires là, puis je me ramasse avec un rapport, tu sais, c'est comme, sans même me poser des questions, il m'a même pas demandé, tu sais, avant de, faudrait qu'on jase, Michel, de ce qui s'est passé, puis tu m'expliquer, même pas, c'était comme, sanction tout de suite. Alors que j'ai deux policiers qui faisaient, merci. Ben oui. C'est comme, alors que j'ai un monsieur qui finalement, somme toute, ça s'est bien passé, puis on va l'amener à l'hôpital. Fait que ça, ces situations-là, effectivement, sont si on veut parler de stress, sont plus stressantes. Effectivement. Parce qu'à long terme, ça use. Le manque de reconnaissance de ce que tu fais est un facteur qui démoralise, qui est pesant à la longue. Et c'est ce qui fait que beaucoup de gens quittent le milieu de la santé. Et là, c'est pas juste une ambulance. Parle à des infirmières, des préposés aux bénéficiaires. J'ai été préposé aux bénéficiaires pendant une dizaine d'années avant de devenir ambulancier.
Et c'est la même chose. Et il y a tellement de roulements dans le milieu de la santé, plein de gens qui entrent et quand on regarde les problèmes qu'on a, et c'est souvent ça, c'est que les gens quittent parce qu'ils sont, puis pas à cause du métier, c'est à cause des conditions de travail, bien souvent. Ouais. C'est dommage, hein? Beaucoup de... Euh, c'est un gros système à repenser, mais là, on rentre dans un débat de Ouais, société. Est-ce qu'on met l'argent en priorité ou on remet l'être humain au milieu de nos systèmes? Mais ça, on pourrait faire une autre émission là-dessus. ouais, c'est ça. Est-ce que tu ne veux pas que je parle pendant trop longtemps? On s'en va vers la fin. Hey, j'ai une question. Tantôt, on en a parlé. La mort. L'acceptation de la mort. Tu nous parlais que en tant qu'ambulancier, tu devais accepter que ce soit des nourrissons. Mais il y a aussi, tu m'avais parlé d'une histoire où le monsieur ne voulait pas aller en ambulance et où sa fille voulait qu'il aille absolument à l'hôpital. Puis en fait, en parlant, c'est qu'elle n'acceptait pas la mort, hein, parce que vous faites face donc à vous, votre acceptation de la mort et aussi l'acceptation de la mort des gens chez qui vous allez aussi, hein? Oui, oui. Euh, Effectivement, c'était un monsieur qui était à domicile avec un diagnostic terminal. Euh, et qui avait choisi d'aller finir ses jours chez lui. Il y avait toute l'installation, le lit électrique, etc., à la maison. Et c'est sa fille qui prenait soin de ce monsieur-là. Et il appelle, quand on arrive, ben, elle nous explique. Ça fait 2, 3 jours qu'il mange pas, faudrait qu'il aille à l'hôpital. Mais là, le monsieur, il est comme lucide, il est conscient, il est ferme. Je veux pas aller à l'hôpital. C'est un refus de transport. Bien entendu, je peux pas amener les gens de force. D'accord? Il est conscient, il est lucide, il n'est pas en train de mourir là, sa vie n'est pas en danger, il n'y a pas de menace pour lui, etc. Ses signes vitaux sont beaux. En plus, on contacte, nous, à l'époque, on avait un médecin de service, donc un médecin dans un bureau, associé à la compagnie d'ambulance. Je le contacte, il pose des questions au monsieur, etc., pour s'assurer que on peut le laisser là, signer un refus de transport et on s'en va. Ça, c'est notre travail ben sec. Mais si je fais ça, la madame, qu'est-ce qu'elle va faire dans 1 heure ou 2 ou le lendemain? Elle va rappeler l'ambulance. C'est sûr et certain. Vois-tu? Elle est désemparée puis elle veut qu'on amène son père à l'hôpital. Donc, si je fais que ma job, pour en revenir à ce qu'on disait tantôt, là, mon travail, c'est ça, il s'arrête là. Mais Michel n'est pas capable. Il y a un côté humain qui dit à madame, venez avec moi 2 minutes dans la cuisine. Un coup que tout ça est fait, les refus de transport. Et là, ma question, c'est vous, madame, comment allez-vous? Vous. Et là, elle se met à pleurer les larmes de son corps en me disant qu'elle est épuisée, qu'elle est plus capable, qu'elle prend soin de son père 24/24, qu'il va mourir, elle veut pas qu'il meure. Puis là, il y a un paquet d'émotions qui ressortent. OK. C'est comme, c'est peut-être ça finalement la raison de l'appel de l'ambulance, mais c'est pas ma job. Mais sauf que si je veux faire une réelle intervention, faut que j'en tienne compte. Et effectivement, là, on pose des questions à la madame. C'est sûr que je suis pas un travailleur social, puis je suis pas quelqu'un qui doit prendre tout ça en charge. Mais comme étant un service d'urgence, je dois au moins donner les ressources à cette dame-là. Au Mhm. moins lui donner le numéro d'un CLSC, d'un travailleur social. Mais si je fais pas ce travail-là, je j'ai pas l'information. Mais finalement, elle me dit, elle a un frère, une sœur qui sont pas loin. Est-ce que vous pouvez les appeler? Est-ce qu'ils peuvent venir vous voir? Oui, ben, est-ce qu'ils pourraient venir vous voir là? Oui, elle les appelle. Ça n'a pas pris 2 minutes. Il restait, je pense, 2 coins de rue plus loin. La famille a retenti. Qu'est-ce qui se passe? Je vous explique la situation. Euh, Ils ont tout pris en charge. La sœur, fais tes valises, tu t'en viens chez nous pour une semaine, on va se relayer pour pas perdre, patati. Puis ils ont tout réglé ça. Voilà, c'est comme, il faut aussi ce côté-là humain, d'être capable de voir ce qui n'est pas toujours visible en arrière, etc. Je ne me rappelle plus le début de ta question, là, mais, et d'aider les gens dans une certaine acceptation aussi d'une situation. Donc, vivre jusqu'au bout, mais aider jusqu'au bout.
Oui, c'est ça. Puis tu parlais, il y avait un couple justement que, tu sais, le monsieur, c'était tellement Oui, beau. Là, là, c'est une dame, effectivement. Et ça, c'est une autre expérience, pas comme oui. ambulance, j'étais préposé aux bénéficiaires Ah, OK. à Ah, cette époque-là. Oui, oui. J'étais préposé aux bénéficiaires et la dame elle a un diagnostic phase terminale et on rentre dans sa chambre et elle me dit, j'ai peur de mourir. Ce n'est que ce qu'elle répète, son mari qui est dans la chambre, qui ne sait pas quoi dire à ça. C'est évident, là, c'est comme, qu'est-ce que tu réponds à quelqu'un qui dit j'ai peur de mourir? C'est comme, quand c'est ta femme, quand c'est ton enfant, c'est comme, non, non, inquiète-toi pas, ça va bien aller. À un moment donné, ces phrases-là, tu les trouves ridicules, tu veux plus les dire. Puis même si on dit ça pour consoler, on sait que, tu sais, c'est comme on est dans un contexte où on ne sait pas quoi dire. Et j'étais avec deux collègues, ça se passe pendant qu'on on passe la collation. Puis je suis sur un plancher, je la connais pas du tout, la madame. Mes collègues la connaissent, mais ils savent plus quoi dire. Fait que je me penche à côté de la madame sur son lit en mettant son jus d'orange. C'est quoi au juste? Expliquez-moi de quoi vous avez peur dans ce que vous me dites. Expliquez-moi un peu plus votre peur. Je vous demande de me la raconter. Et c'est là qu'elle me met à dire, c'est pas de mourir, c'est qu'elle va laisser son mari tout seul. Ah, donc, je lui ai permis d'ouvrir sa crainte. Parce que je lui ai posé, en fait, est-ce que c'est de mourir que vous avez peur ou il y a autre chose? C'est quoi? Et là, elle m'a répondu, c'est pas de mourir que j'ai peur, c'est de laisser mon mari tout seul. Alors, elle disait, j'ai peur de mourir, mais en réalité, c'est j'ai peur de laisser mon mari tout seul. Et là, tout de suite, ça a débloqué le mari. Tout de suite. Pas eu besoin, même pas de le regarder. Il s'est envenu, il a entamé une conversation avec sa femme, ils se sont mis à parler. On est sortis, moi, mes deux collègues, de la chambre. On a même fermé la porte un petit peu. Et ils ont parlé, je pense, pendant 2 heures de temps. C'est comme. Oui, c'est ça. Fait que ça a permis cette ouverture-là. Euh, donc, justement, si moi j'étais bloqué avec justement la mort, la peur de mourir, et j'aurais pas été capable d'amener la personne à s'ouvrir sur ça. mhm. Et ça, c'est super important aussi. Donc, nous, quand on est dans un métier où on est confronté à la mort, on doit aussi avoir un chemin par rapport à ça, par rapport à la mort, par rapport à la vie, la fin de vie, etc. Oui. Wow, tu sais, ces questions-là, Michel, il les a posées, mais vous pouvez vous les poser. Si vous vivez une situation comme ça, posez-vous les questions pour que ça vous allège de stress puis comprendre l'autre. Tu sais, une question, ça l'a débloqué. Fait que, puis si vous savez pas comment aller chercher de l'aide, hein? Fait que c'est Mhm. important. Oui. Dis-moi, Oui, puis aller chercher de l'aide, c'est pas toujours justement la grosse psychothérapie ou, tu sais, il s'agit juste des fois d'une simple conversation comme ça, avec des idées nouvelles qu'on a. Tu sais, des fois, c'est juste un petit déclic pour dire, ah, j'avais pas vu ça sous cet angle-là, et voir et prendre le chemin vers un autre angle d'approche peut faire toute la différence. effectivement. Puis toi, dans ton travail, est-ce il y a des situations qui te faisaient le plus de peine à vivre, à voir? Je sais que tu m'avais dit que tu avais vu à un moment donné un petit garçon où sa tante, elle était alcoolisée. Euh, Oui, donc, oui. Oui, ça faisait c'est sûr partie que des choses que toi, qui te font de la peine. oui, ça, c'est 99% des ambulanciers vont te répondre ça. Quand les enfants sont impliqués, c'est quelque chose qui vient nous chercher. Toujours. Peu importe le genre de situation. Mais effectivement, tu sais, il n'y avait rien de catastrophique. L'enfant, c'est un enfant de 12 ans qui appelle l'ambulance à 2 heures du matin ou 3 heures du matin. On arrive sur place, c'est lui qui nous ouvre la porte parce que sa tante est dans le portique, ivre, en état d'ébriété énorme, tellement qu'on n'arrive pas à la réveiller. Elle ne fait que ça, là. Euh, Puis là, je lui demande, mais où ta mère, où ton père, sont où tes parents? Ben, il dit, ma mère est dans le lit, dans sa chambre, puis elle dort. Peux-tu la réveiller ou non, non, elle dort. OK. Donc, la vie du petit bonhomme n'est pas en danger, mais il y a énormément de questions qui te passent en tête. Tu fais comme, c'est pas normal. Il y a quelque chose de pas normal qu'un enfant de 12 ans nous appelle pour qu'on amène sa tante
ivre, morte dans le portique, et que sa mère est probablement dans la même situation, mais dans son lit. C'est comme, fait que, tu sais, qu'est-ce que je fais avec ça? Je fais pas venir la police tout de suite, mais ça va prendre un suivi. Je sais pas, il faut faire quelqu'un qui a évalué le contexte familial puis peut-être que je suis dans le champ, j'ai aucune idée, mais effectivement, donc je dois en parler au médecin. Et le médecin, au départ, il fait comment, je fais quoi avec ça? En fait, ça s'appelle la DPJ. Ça a pris une demi-heure avant qu'il me revienne me voir. Il dit, ouais, finalement, on va peut-être investiguer. On va aller voir. Tu sais, c'est comme, on lève un drapeau. Peut-être qu'il n'y a rien à là. Ça arrive, c'est peut-être une fois que c'est arrivé, puis mais peut-être qu'effectivement, il y a de la négligence à ce niveau-là. Faut voir, tu sais. Puis c'est délicat. C'est pas mon métier, je suis pas un travailleur social, mais je suis au courant de ça. Tu vois. Si j'en tiens pas compte, puis que je dis rien, puis 2 semaines après, j'apprends que ce petit garçon-là est mort et qu'il a été tué par sa mère et sa tante en état d'ébriété, je vais me tu sais, je vais le regretter. Donc, je dois faire de quoi? Mais en même temps, il n'y a peut-être absolument rien non plus. C'est peut-être juste une situation qui est arrivée une seule fois, puis ça arrive jamais, puis que l'enfant il est super aimé, bien éduqué, puis tu sais, puis bref. Mais c'est délicat ce genre de situation-là. Des situations où un bébé mort en plein milieu du salon en état de rigidité cadavérique, il y a quelque chose de pas normal là-dedans. Là. C'est comme la rigidité s'installe après quelques heures. Donc, ça fait 2, 3 heures qu'il est mort dans le salon, puis il n'y a pas personne qui a appelé avant. C'est louche, je dois appeler la police, je dois, tu sais, traiter ça comme une scène potentielle de crime, alors que ça n'en était pas une du tout. Pour moi, c'est juste comme, ils ont pris le bébé dans le lit et ils ont paniqué quand ils ont réalisé qu'il était mort, et le bébé s'est retrouvé en plein milieu du salon. Mais moi, je n'ai pas cette histoire-là, j'ai juste un paquet de monde en panique. Donc, c'est ça. Puis il n'y a rien à faire pour le bébé, il fait 3 heures qu'il est mort, ça vient de chercher. Puis en plus, mon intervention fait en sorte que les parents m'aiment pas, là. Parce que je traite ça comme une scène de crime potentiel. Donc tout le monde doit sortir. J'ai pas tué. Quand ils voient le ruban jaune, la scène de crime sortie, ils me traitent de fou, là. Mais j'ai pas le choix de faire ça. Donc, ce genre d'intervention-là, effectivement, ils viennent te pogner, ils viennent te chercher. Puis, fait que quand les enfants sont impliqués, petit bonhomme qui a un œil au beurre noir, t'arrives là, la police est là sur place. Qui a fait ça à ce petit bonhomme-là? C'est son père. Tu sais? Ça vient te chercher, c'est normal. Mais ça, je pense que je faisais cette question-là, 99% des ambulanciers vont dire quand les enfants sont impliqués, ça vient nous chercher. Peu importe le style d'implication, c'est pas juste la grosse affaire. Dès que les enfants sont impliqués, ça nous touche. On est des gros nounours tendres. C'est ça qu'on veut, hein. Mm. On est les ambulanciers, c'est des gars et des femmes de tête, mais c'est des cœurs tendres. Ben, c'est ça qu'on fait. Puis, je te remercie beaucoup, Michel, et tous ceux qui sont dans le domaine justement pour sauver des vies, d'être là. Ça demande, il y a plein de monde qui ferait pas ça. Puis vous êtes là. J'ai comme, on dirait, que j'ai pas de mots parce que c'est comme, tu sais, on a besoin de vous autres. Tu sais. C'est On fait. gentil. C'est gentil. Euh, Effectivement, c'est des métiers qui sont pas assez reconnus, pas par la population. La population, les gens reconnaissent la valeur de tous les intervenants dans tous les niveaux. Urgence, police, pompiers, ambulance, médicale également. Presque tout le monde reconnaît la valeur des infirmières, les préposés. C'est souvent notre système. C'est notre système qui ne reconnaît pas. Et le système est une structure rigide, politisée, etc. Quand je dis politisée, dans ce sens, il y a des politiques internes et qui sont pesantes et Mm, qu'on a de la difficulté des fois à faire changer. Euh, et finalement, ça fait en sorte que l'être humain devient au service du système. Alors mm, que ça devrait être l'inverse. Un système, c'est là pour nous servir, nous, en tant qu'être humain. Donc, on devrait être capable de comprendre l'importance de certains concepts, de certaines règles, mais c'est là pour nous servir, et non pas l'inverse, et non pas pour nous rendre esclaves d'un système. Et c'est ça qui est souvent le plus difficile à porter, c'est ça qui est le moins reconnaissant. Et c'est pour ça que il y a énormément de gens qui décrochent, qui quittent ce genre de métier-là, ils en font pas nécessairement une carrière. Pourtant, c'est des rêves d'enfance, bien souvent. Tu sais. effectivement. Mais c'est Michel, triste que 10 ans ou 12 ans plus tard,
ils démissionnent parce qu'ils sont, Oui, on perd nos meilleurs éléments, tu sais. ouais, c'est ça. Michel, qu'est-ce que tu aimerais laisser comme message ou comme réflexion aux gens? Qu'est-ce que tu dirais euh, aux gens? J'allais faire aimez-vous les uns les autres. Mais en quelque part, oui. Euh, ça fait un lien avec ton podcast, le sacré stress, puis qui touche aussi en même temps le cheminement personnel ou tu sais, les stress de nos vies, etc. Euh, Moi, mon expérience d'urgence m'a amené à avoir une vision autre du stress, puis de ce qui stresse le monde. Et c'est fou comment les gens se stressent avec peu. Donc, oui, il y a des situations qui peuvent être stressantes, mais est-ce que je suis obligé de me stresser avec ça? Comme, euh, qu'est-ce que je peux en faire? Comment je peux euh, travailler avec une situation qui est stressante? Parce qu'en quelque part, c'est ce qu'on fait comme ambulancier. La situation est stressante, c'est un fait, mais je travaille avec ces outils-là, je travaille avec mes outils et tout ça. Donc, en faisant une action, on dédramatise, on déstresse et euh, puis après, s'il faut, on ira pleurer, on ira piquer notre colère. Donc, de se donner aussi, parce que ça aussi, c'est des outils qu'on se fait dire par nos intervenants qui nous secondent dans notre métier d'ambulancier. Ils nous disent, allez faire de l'exercice physique, va courir, va faire une activité. Quand tu vis une journée avec des situations très stressantes, va évacuer par l'activité physique. L'activité physique permet d'évacuer les hormones de stress qui ont été accumulées. Donc, le stress est naturel parce que c'est une réaction naturelle du corps qui nous prépare à l'action. Et malheureusement, souvent, les gens sont dans l'inaction par rapport à une situation stressante. Et c'est là que l'accumulation de ces hormones-là vient être négatif pour le corps. Donc, trouver une façon d'aller dans l'action avec les situations stressantes, puis peut-être aussi un peu changer nos perceptions, se stresser euh, parce que, je sais pas, j'ose pas rien dire, je veux pas que personne se sente visé, tu sais, mais se stresser pour un torchon puis une guenille, pour avoir une expression québécoise, euh, ça vaut-tu la peine? Ça vaut-tu la peine de s'en faire avec autant de petits détails qui sont finalement... Et, En fait, tu m'avais parlé, tu m'as posé une question dans ce que tu m'as envoyé, le trou, puis tu te rappelles plus c'était quoi le trou. En fait, l'histoire a rien à voir avec le milieu d'ambulance, tout ça, c'est une histoire personnelle. J'avais une maison, un terrain, la municipalité avait décidé de passer les égouts et ils devaient creuser euh, des trous dans la terre pour évacuer, un peu faire des fossés d'évacuation là, de débordement d'eau. Il n'y a pas personne qui voulait donner une permission aux travaux publics parce que ça demande un droit de passage. Donc, j'ai été contacté par les travaux publics et la personne qui m'a contacté m'a conté des mensonges. Elle me dit, on peut-tu creuser chez vous juste pour cette journée-là? Ça va nous permettre de faire le tour. Après ça, on rentre, puis c'est terminé. Mais je me suis retrouvé finalement à signer un papier puis, qui était un droit de passage. Le cédais une partie de mon terrain. Ce qui fait que je ne pouvais plus rien bâtir, je ne pouvais plus planter d'arbres là. J'ai découvert ça par la suite. Puis quand j'ai appelé la responsable, elle me dit, oui, mais monsieur, on n'a pas le temps de tout expliquer aux gens. Je dis, oui, vous êtes les travaux publics. Moi, quand la personne me dit, non, non, c'est juste pour la journée, puis après ça, c'est correct, je le crois. C'est comme, tu sais, je crois à une autorité gouvernementale. Mais elle dit, il y avait une urgence. Là, j'ai dit, Madame, parlez-moi pas d'urgence. C'est comme, on n'a pas la même notion d'une urgence. Faites des travaux, de passer des égouts. C'est comme, c'est pas parce qu'il va prendre une demi-heure de plus pour me l'expliquer que il y a pas mais eux il y avait des délais puis il y avait donc la notion d'urgence qu'est-ce qui fait que ben, peut-être que qu'est-ce qu'on trouve stressant n'est peut-être pas si stressant que ça dans le fond mais on se convainc que ça l'est tu sais donc je, me- je, Ouais, je le avec nos sais expériences de vie, je là, parle. avec nos Oui, c'est ça expériences mon de expérience vie. de vie m'a amené ça c'est comme qu'est-ce qui est stressant en réalité Ouais. qu'est-ce qui est vraiment stressant puis quand on s'arrête c'est comme peut-être qu'on se stresse avec des choses qui ne le sont pas. Tu sais, On se c'est fait juste des une question de... scénarios, hein? Oui.
On c'est ça. remplit les choses. Il y en a qui minimisent, il y en a qui remplissent. Oui, oui, puis j'aime ça, tu dis ça, parce qu'il ne faut pas minimiser non plus. C'est Oui. comme, parce que si j'entrais dans mes situations d'ambulance en minimisant, j'aurais été, j'aurais jamais pu être aussi efficace, j'aurais été même été plus dangereux. Donc, il ne faut Mm. pas minimiser une situation, mais il ne faut pas non plus faire l'effet inverse. Puis Exact. peut-être qu'on a une tendance à souvent trop projeter la catastrophe par rapport à la réalité, tu sais. Mm. Euh, Oui, puis si on n'est pas capable, oui, aller chercher quelqu'un qui va peut-être nous aider à avoir les outils qu'il faut. Et je pense que si je ne suis pas équipé, si j'ai pas les outils, ben, une façon de réduire le stress, c'est d'aller chercher les informations, la connaissance, les, les ça qui vont m'aider à excellent. agir. Excellent. Moi, je travaille justement au niveau du stress, hein, que ce soit aigu, chronique. Si, quand vous en vivez, ben, tu sais, quand vous venez me consulter, on va aller justement travailler ça. Des fois, on a des objectifs de vie, des objectifs de survie. On a nos expériences passées qui font qu'on a de la difficulté à aller gérer tout ce stress-là. Donc, justement, je peux aider à ce niveau-là. Et je vous Oui. laisserai mes coordonnées. Les bonnes, contactez-la si vous avez besoin. Vous êtes entre bonnes mains, je vous la confie. Je vous confie, je vous mets entre ses mains, je vous dis, elle est bonne. Puis, ben moi, je vous mets entre les mains. Je vais mettre les coordonnées aussi à Michel pour ceux qui veulent prendre ses services, que ce soit pour justement faire ça, tirer le module. Montage vidéo, site Internet pour des plateformes de cours. Effectivement, on n'a pas parlé de ce que je fais Oui, aujourd'hui, mais c'est ce que je fais. oui. Donc, je monte des sites en ligne pour que vous puissiez avoir vos propres cours en ligne à vous, sans Mm. que vous ayez à payer des frais annuels pour des entreprises qui font ça. Là, je ne veux pas les nommer, mais un site, une plateforme de formation en ligne peut vous appartenir. Vous n'êtes pas obligé de payer une entreprise pour ça. On peut mettre ça sur votre propre hébergement web. Elle est à vous, elle vous appartient le restant de vos jours. Tout ce que vous avez payé, c'est votre hébergement web. Donc, je fais ça et je fais aussi, effectivement, là, donc tout ce qui touche la pédagogie, l'enseignement, parce qu'on n'a pas parlé de ma carrière d'enseignant à travers ça aussi, parce que j'ai enseigné pendant plusieurs années. Donc, on met tout ça à votre service. Ma capacité à jouer avec l'informatique, les montages vidéo. Je suis pas un pro, mais on peut faire quand même des choses intéressantes, là. Fait que oui, vous pouvez me rejoindre, michelcardinal.com. C'est mon site web, puis il va vous ramener sur un autre site web, mais ça m'appartient, là, donc facile à retenir, michelcardinal.com. Vous tapez ça, puis vous tombez sur mon site web, et vous pouvez m'écrire, il y a un service de billetterie, tout ça, là. C'est ça. Ou Super. sinon, vous contactez Nancy, ou en dessous de la vidéo, vous écrivez. J'aimerais ça parler à Michel, puis facile à retrouver sur Facebook aussi. Eh oui. Fait qu'en conclusion, être ambulancier, c'est bien plus que des interventions techniques. Il y a aussi l'être humain où il y a chaque décision, il y a chaque geste posé. Ça repose sur une maîtrise des émotions, sur une ouverture de l'intuition, de la connaissance et une ouverture face à la vie et à la mort. Alors nous, on se retrouve dans un autre épisode de podcast Sacré Stress et je vous dis à la prochaine. Bye. Sauver des vies, c'est pas nécessairement facile. Mais Michel, ex-ambulancier que j'ai reçu en entrevue, il est extraordinaire. Il nous a dit des anecdotes, des histoires que eux, ils arrivent dans leur travail le matin, ils ne savent même pas de quoi va avoir l'air leur journée parce qu'il y a des imprévus, il y a des urgences, il y a différentes clientèles dont ils font face et ils doivent rapidement avoir des actions, une réponse pour soit éviter la mort et que les gens y survivent. Ça ne veut pas dire qu'il va y avoir nécessairement que la personne elle va être encore vivante, mais ils font tout leur possible pour que la personne, chaque seconde qui est importante, puisse faire en sorte que la personne reste vivante. Alors, merci aux ambulanciers et merci Michel.